Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Céline Benex. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, pas de difficulté? Ok. Donc, je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Xavier Marco, Monsieur Claude Bourgeois, Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Jean-Pierre Pazero, Monsieur Denis Sabon. Je suis présent. Madame Marie-Thérèse Galmard, Madame Joëlle Eckmayer, Madame Muriel Boudier, Madame Marcel Arsac, Madame Catherine Gaspa qui va donner pouvoir à Marcel Arsac de 9h à 10h, donc elle nous rejoindra plus tard. Monsieur Armand Béglin, Monsieur Michel Bouillet, Monsieur Patrice Dupont, Madame Christiane Lagier, Madame Christiane Jouffre, Monsieur Patrick Page, Madame Chantal Grabner, Madame Yannick Cuer, Madame Fabienne Alouis, bonjour, Monsieur Patrick Savignan, Monsieur Christian Gastou qui a donné pouvoir à Madame Normani, ok, Madame Normani, Monsieur Proto, Monsieur Vaton, Monsieur Boudier, Madame Chalandon, Monsieur Jean-Dominique Artaud qui a donné pouvoir à Monsieur Denis Sabon, Monsieur Cédric Archier, Monsieur Pierre Marquesto, Madame Marie-France Leroux qui a donné pouvoir à Madame Valérie Andrès, Madame Valérie Andrès, Madame Madeleine Landrin qui a donné pouvoir à Madame Joëlle Eckmayer, Monsieur Nicolas Arnoux qui a donné pouvoir à Monsieur Xavier Marco et Madame Céline Benex qui donne pouvoir à Monsieur Bourgeois à partir de 11h. C'est ça? Bon, alors du coup, vous voulez qu'on change de secrétaire de séance ou pas, ou c'est... Oui, il vaut mieux. Bon, alors du coup, je vous propose Monsieur Jonathan Argenson. J'avais un détail que j'avais omis. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté avec ce changement inopiné? Oui, Madame Alouis. Pardon, je vous entends pas. Je donne procuration à M. Savignan à partir de 10h moins le quart. Ok, pas de problème. Donnez bien votre pouvoir au service, juste, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Non. Bon, oui, c'est... S'il y a une obligation rédactionnelle qui me dépasse, mais voilà, on n'est pas de problème. Ok, le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de septembre et octobre 2022, L2122-22 du CGCT. Avez-vous des observations, chers collègues? Oui, Madame Cuer. J'ai une remarque au sujet de la communication des actes pris par le maire et sa majorité. Le recueil des actes administratifs depuis mai, on n'est plus du tout informé sur le site de la ville. Et en allant chercher un petit peu ces informations, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste juridique dans le droit public, j'ai trouvé que depuis le 1er juillet 2022, il y avait une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants. Alors vous allez me répondre, les personnes qui sont en charge de cette réglementation, comme quoi tous les documents devaient être publiés et dématérialisés sur le site de la ville lorsque celui-ci existait. Et quand je regarde les comptes rendus des conseils municipaux, le dernier compte rendu public sur le site de la ville est celui du mois de juin. Donc moi je trouve que un conseil municipal tous les 2 mois pour une ville de 30 000 habitants, ça porte question. Aujourd'hui nous avons 18 délibérations d'inscrites au conseil municipal. La dernière fois il y en avait une vingtaine, essentiellement sur des aliénations. Et je trouve qu'il nous manque des informations en tant qu'élus sur toutes ces décisions et ces actes. Et notamment également au niveau des administrés et des orangeois et des orangeoises. C'est tout bon? Oui. Oui. Alors, le recueil des actes administratifs n'est plus obligatoire depuis le 1er juillet, mais on publie sur le site internet tout ce qui est obligatoire en revanche. Maintenant, s'il y a des choses qu'on a oubliées ou si vous avez des questions précises, je vais vous redire un peu ce que j'ai dit à Madame Alouis lors de la précédente séance. Vous n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra si vous avez des questions précises. Pas de difficulté de ce côté-là. Monsieur le maire, on vous écrit, mais je rejoins un petit peu les remarques de mes collègues de l'opposition, c'est qu'on n'a jamais de réponse, quoi. J'ai pas de courrier en attente de votre part. Si, j'en ai un de 2020, mais bon, vous n'étiez pas encore au poste... Renvoyez-le. Oui, mais je vais vous tout renvoyer. Très bien. Madame Alouis. Non, j'ai cru que vous demandiez la parole, excusez-moi. Monsieur, non, c'est tout bon? Pas d'autres remarques? Ok, très bien. Donc ça c'est
fait. Donc vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 13 décembre 2022. Avez-vous des remarques? Non, pas de remarques, on passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. On passe au premier dossier, budget principal, constitution et reprise de provisions pour dépréciation des comptes tiers, exercice 2022. En somme, c'est l'extinction des dettes. C'est une demande de la DGFiP de mémoire, de la DDFiP, qui nous demande de faire un état un peu plus précis de ce sur quoi, en gros, des créances sur lesquelles... qui sont définitivement éteintes. C'est assez classique dans la vie des collectivités. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas de questions. On passe au vote. On va avoir les mêmes pour le compte annexe des pompes funèbres de mémoire. J'en perds ma télécommande. Madame Cuet, oui, voilà. Et Madame Eckmayer pour Aline, s'il vous plaît. « 35 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, budget principal, taxes et produits récouvrables, admission en non-valeur, extinction de la dette. Donc pareil, c'est un inventaire, comme vous l'avez lu dans la délibération, qui peut s'agir soit de redevables non identifiables ou décédés sans succession, redevable insolvable, redevable ayant effacé sa dette par un tribunal, ayant sa dette effacée par un tribunal, c'est pas la même chose, ou redevable dont les sommes à percevoir sont inférieures au montant des poursuites, ce qui nous fait un total de 30 440 €, 33 pour les années 2010, 2015 et 2022. Somme toute, c'est à peu près pareil que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Est-ce que j'ai voté? Alors, Madame Marsac, Madame Boudier, Madame Chalandon et Madame Gaspa sont en attente. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 3, budget principal, exercice 2022, décision modificative. Donc, le budget primitif prévoit des crédits dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Ces inscriptions budgétaires se déclinent dans les chapitres et les natures. Le budget principal de la ville d'Orange a été voté le 12 avril 2022 et aujourd'hui, certaines prévisions en dépenses et recettes doivent être ajustées. Il y a lieu de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, donc en fonctionnement. Reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants d'un montant de 64,05 €, ça rigole pas. Dépenses, réajustement de certains chapitres et comptes qui pourraient être déficitaires en fin d'année du fait du contexte économique actuel. Les 580 064,05 € budgétisés au compte 61,88 sont la résultante des frais supplémentaires occasionnés lors de l'acquisition des parcelles au lieu dit les Perrières, études diagnostiques et premières fouilles archéologiques, frais de géomètre, on en a déjà parlé, à hauteur de 647 615 €. Cette dépense supplémentaire est financée par la diminution du chapitre 022, dépenses imprévues. Pour mémoire, vous le savez tous, ça relève de la partie
archéologique dont on a déjà pas mal parlé et dont on va beaucoup parler. Dépenses dans le cadre de la déviation de la RN7, l'appel de fonds reçu est supérieur à 46 920 € à la somme budgétisée. Afin de pouvoir régler, il convient de retirer ce montant du chapitre 020 dépenses imprévues et de créditer le bon chapitre pour le règlement, à savoir 204 subventions d'équipement versées. Concernant le chapitre 21, il s'agit de petits ajustements entre les comptes. Les 1 350 000 concernant la déviation RN7 qui sont à régler sur un compte terrain nu au lieu d'un compte terrain bâti. Donc vous le voyez, la recherche archéologique et la déviation. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? On passe au vote. Madame Jouffre. Ah voilà, parfait. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4, budget principal Ville d'Orange, autorisation de programme et crédit de paiement, révision exercice 2022. Alors, on va aller directement à la matière. On va ajuster les APCP sur la consolidation du théâtre antique en rajoutant 500 000 € sur le CP 2022 et en enlevant 250 000 sur les CP 2023 et 2024. Je crois qu'on a eu une plus rapide vitesse d'exécution de mémoire. Ajuster l'APCP déviation routière d'Orange en rajoutant 50 000 sur le CP 2022 et en enlevant 50 000 sur le CP 2023. Il semblerait aussi qu'il y ait une accélération. Ajuster l'APCP construction d'un groupe scolaire au Coudoulé en rajoutant 50 000 sur le CP 2022 et en enlevant 50 000 sur le CP 2024. En gros, c'est de l'exécution plus rapide que prévu sur les 3 dossiers qui vous sont soumis. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, on passe au vote. Monsieur Bouillet et Madame Alouis, s'il vous plaît. Oui, ça n'a pas... C'est tout bon. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, c'est une convention de mise à disposition pour accélérer le déploiement de la fibre. C'est une convention tripartite entre notre commune, ILEO et EDIS, qui permettra effectivement d'accélérer le déploiement de la fibre parce qu'en mutualisant un certain nombre d'équipements. Voilà. Ce qui nous semble être de bon sens. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? On passe au vote? C'est plus à moi après. « 35 votants, 35 votes, 30 exprimés, 30 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, numéro 6, Monsieur Denis Sabon. Bonjour. Budget annexe crématorium d'Orange, constitution de provision pour dépréciation des comptes de tiers, exercice 2022. Sur l'ensemble des risques à recouvrer supérieurs à 2 ans, il convient de provisionner, selon la réglementation en vigueur, 15% pour dépréciation des comptes de redevables et des comptes de débiteurs. Un état de provisionnement des créances a été transmis le 6 septembre 2022 par la Direction générale des finances publiques, selon le détail mentionné à la présente délibération, pour un montant total de 1 138,58 €. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'état de provisionnement des créances présenté par le comptable public sur le budget annexe crématorium d'Orange 2022 pour un montant total de 1 138,58 €, de décider de constituer une provision pour dépréciation des comptes de tiers sur la base de l'état précité, de préciser que les crédits correspondant à cette dépense seront inscrits au budget annexe crématorium d'Orange 2022 au chapitre 28, article 6817, dotation dépréciation des actifs circulaires, et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote.
Monsieur Gastou, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7, Monsieur Sabon. Budget annexe crématorium d'Orange, exercice 2022, taxes et produits irrécouvrables, admission non-valeur, extinction de la dette. Il s'agit d'une décision de l'Assemblée délibérante de la collectivité en vertu de laquelle une créance reconnue irrecouvrable est supprimée des écritures comptables. Elle se comptabilise soit en 6 541 missions non-valeur pour créance irrecouvrable insolvabilité, en 6 542 admissions non-valeur pour effacement de la dette par jugement Banque de France, tribunal de commerce, pour liquidation judiciaire. Concrètement, il peut s'agir de redevables non identifiables ou décédés sans succession, redevables insolvables, redevables ayant sa dette effacée par un tribunal, redevables dont les sommes à percevoir sont inférieures au montant des poursuites. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable pour admission en non-valeur de l'extinction de la dette de ces sommes non recouvrées. Il y a un tableau sur le dossier, d'un montant total de 530 € pour l'année 2016. Préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice 2022, imputation 6 542, 530 €. Autoriser le maire ou toute adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 8. Budget annexe crématorium, décision modificative numéro 1, exercice 2022. Le budget annexe crématorium d'Orange 2022 a été voté le 12 avril 2022 et aujourd'hui, certaines prévisions de dépenses et recettes doivent être ajustées. Il y a lieu de procéder aux inscriptions budgétaires comme mentionné dans la précédente délibération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires annoncées dans la présente délibération et enfin d'autoriser M. le maire ou toute adjoint habilité à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Denis. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, cette abstention. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Budget annexe pompe funèbre, constitution de provision pour dépréciation des comptes de tiers exercice 2022. Je ne vous refais pas la lecture. On en est à 1311,53. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'état de provisionnement des créances présentées par le comptable public sur le budget annexe pompe funèbre d'Orange 2022 pour un montant total de 1311,53 €, de décider de constituer une provision pour dépréciation des comptes de tiers sur la base de l'état précité, de préciser que les crédits correspondant à cette dépense seront inscrits au budget annexe pompe funèbre d'Orange 2022 au chapitre 68, article 6817, dotation, dépréciation des actifs circulants, et enfin d'autoriser M. le maire ou toute adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 10. Budget annexe pompe funèbre, décision modificative numéro 1, exercice 2022. Le budget annexe des pompes funèbres d'Orange 2022 a été voté le 12 avril 2022. Et aujourd'hui, certaines prévisions de dépenses de recettes doivent être ajustées. Il y a lieu de procéder aux inscriptions budgétaires comme précisé par la dite délibération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications budgétaires énoncées dans la dite délibération et enfin d'autoriser M. le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote.
Alors, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 11. Alors, c'est une demande d'avis, demande d'autorisation pour l'ABA 115. La présente délibération a pour objectif de se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploiter de la base aérienne. Il s'agit du projet RAF 5 qui vise à accueillir le Rafale sur la base 115 en remplacement de l'escadron de chasse précédemment doté de Mirage. L'accueil des Rafales se traduit par une évolution fonctionnelle des installations actuelles qui seront détruites puis reconstruites aux normes pour le nouvel appareil. Hangars, pistes, bureaux, vous avez tout le détail sur le dossier. Ces travaux nécessitent les dépôts de divers ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, carburant, explosifs, gilets de sauvetage, fluides liés aux avions, etc. Tous les diagnostics ont été menés conformément au texte en vigueur. La commune souhaite exprimer son soutien à ce programme d'investissement ambitieux pour la défense de notre nation et pour le rôle économique que joue la base aérienne 115 dans le tissu social orangeois. Chers collègues, il est proposé de répondre favorablement à la demande d'autorisation de la BA 115. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Bon, moi, je me permets, du coup, je pense au nom du conseil municipal, parce que je pense qu'on sera unanime, pour nous féliciter, je pense, au nom de tous les Orangeois, pour le coup, pour le maintien de la base aérienne 115, parce que je rappelle quand même qu'en 2008, le livre blanc d'Hervé Morin avait fait disparaître la base aérienne 115 dans le cadre du regroupement. On avait été très inquiets, les Orangeois s'étaient mobilisés. Jacques Bompard, à l'époque, avait lancé une pétition qui avait recueilli vraiment énormément de signatures. Donc on tient, là on est content, c'est dans le livre blanc, mais en plus la base aérienne en termes stratégiques, c'est quand même sacrément renforcé. On le sait, l'actualité parfois le dit, la base aérienne d'Orange assure la sécurisation et la défense de l'espace aérien, notamment quand des aéronefs ne répondent plus, ce qui peut arriver. Voilà. On a récupéré en plus les commandos de l'air, ce qui est un très grand honneur et un très grand plaisir pour nous. Et donc le lien armée-nation entre Orange, les Orangeois et l'équipe actuelle, et même je crois l'intégralité des élus ici présents, est extrêmement fort. En tout cas je le souhaite. Et donc ça nous semblait être un bien petit minimum que par la voie d'une délibération d'apporter notre entier soutien à l'armée en général et à la base aérienne en particulier, même si on garde toujours dans notre cœur le 1er régiment étranger de cavalerie et la Légion là aussi. Voilà. Oui, Madame Alouis. Oui, moi je souhaitais dire que nous sommes favorables à ce dossier. Je partage une partie de vos interventions, mais simplement rappeler quand même que si nous sommes attachés au maintien de la base aérienne sur Orange, nous sommes aussi vigilants sur les nuisances sonores provoquées par un certain nombre d'avions. Et vous savez que les rafales provoquent aussi des inquiétudes. Et donc, en fait, il y a une réglementation pour prévenir ces nuisances. Et donc, en fait, il faut être attentif aussi aux associations, que ce soit celles qui sont sur Huchot, sur Jonquière, parce qu'en même temps, les nuisances sont réelles selon l'endroit où on se situe. Alors bien sûr, ce ne sont pas des Orangeois. Les principales victimes de nuisances, en général, ne sont pas orangeoises. Elles sont de Jonquière, de Camaret ou du Chaux. Non, elles sont d'Orange, en fait, aussi quand même. Allez-y. Pas beaucoup quand même. Excusez-moi, je vous répondrai. Allez-y. Oui, la zone s'est élargie, mais en fait, j'ai pu vérifier par moi-même que les nuisances sont moins importantes quand on habite à Orange qu'à Camaret ou à Jonquière. Oui, mais bon, il y a la piste, on ne peut pas la modifier, la piste non plus. Mais en fait, voilà, moi, je ne vais pas polémiquer sur si c'est Orange, Jonquière ou Camaret. Ce qui est important quand même, c'est de prendre en compte les associations environnementales, aussi bien pour la qualité de vie que... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Bon, je vais vous répondre, Madame Alouis. Moi, je pense qu'une association ou un riverain est légitime de se plaindre des nuisances sonores s'il habite depuis avant la construction de la base aérienne, donc avant 1939. Je pense effectivement que toute personne qui habite sur la zone du cône de bruit ou qui doit souffrir des nuisances peut se plaindre si elle était opposée à la construction de la base aérienne.
Ça me paraît tout à fait cohérent. Je pense qu'il y a plus grand monde qui est concerné par cette situation. Et donc, quand on achète en toute connaissance de cause à proximité de la base aérienne. C'est-à-dire qu'on achète avec une dépréciation du bien, donc avec une valeur vénale moins importante. Ça a les avantages que ça a les inconvénients que ça a. Donc moi, très concrètement, moi, j'entends, il m'est même arrivé d'échanger avec un certain nombre d'associations, mais pour moi, l'argument est nul et non avenu. Parce que si on ne veut pas être à côté du bruit, on ne se place pas à côté d'un endroit où il y a du bruit. Et surtout, il peut y avoir des tempéraments, je peux l'entendre, mais surtout quand il s'agit de quelque chose qui relève de l'intérêt premier de la nation. C'est le bien commun face au plaisir individuel ou aux nuisances individuelles. Bon, c'est pas un secret. Moi, j'habite en bout de piste, j'ai grandi en bout de piste, à peu de choses près. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je l'ai décidé et je l'ai fait en toute connaissance de cause. C'est un inconvénient, oui, c'est vrai, mais entre le fait de me dire, je vous le dis très franchement, hein, entre le fait de me dire je suis protégé, mon espace aérien, je suis au plus près de la protection par les moyens de la nation, et j'ai quelques nuisances sonores et qui sans doute vont s'aggraver parce que le Rafale a une post-combustion, paraît-il, beaucoup plus sensible, donc ça sera plus intense, mais ça durera moins longtemps, d'après ce que disent les pilotes. Pas de problème. L'intérêt de la France avant mon intérêt personnel. Voilà, c'est ce que je répondrai aux associations. Est-ce qu'on peut passer au vote, chers collègues ? Unanimité, je vous remercie. Merci beaucoup. Dossier numéro 12, Madame Galmard. Acquisition de la collection Valentin Duchélard, complément des délibérations numéro 451 de 2020 et numéro 88 de 2021. En 2020 et 2021, le conseil municipal a approuvé l'acquisition d'éléments des costumes des 18e et 19e siècles et de la collection Valentin Duchélard par le musée d'art et d'histoire d'Orange. Considérant que les parties ont souhaité modifier le projet d'acte de vente initial afin de déclarer la date d'entrée de prise en possession de la collection par la ville d'Orange au plus tard le 31 décembre 2023 et d'y insérer des indemnités d'immobilisation en cas de non-respect de ce délai. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du projet d'acquisition des objets mobiliers constituant l'intégralité de la collection Valentin Duchélard à Madame Amici Dars pour un montant de 475 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani, je vous en prie. Oui, ce dossier, bien sûr, nous sommes pour l'investissement en matière de tourisme pour la ville d'Orange, puisque c'est un pilier de l'économie très important. Par contre, je trouve que ce dossier traîne en longueur. Je ne vois pas très bien pour quelles raisons. Et d'autre part, je suis relativement inquiète sur la rentabilité de cet investissement parce qu'il ne s'inscrit pas dans un plan d'action réellement porteur pour la ville. On n'a toujours pas de projet de musée où le parcours n'avance pas. En tout cas, ce que vous avez promis. Et donc, je ne vois pas très bien ce qu'il va rapporter en termes de tourisme et de notoriété à la ville. On est sur un budget quand même de 475 000 €. Donc, je ne suis pas sûre que tout cet argent investi soit investi à bon escient. En tout cas, je ne vois pas quelle est votre vision dans le cadre du développement du tourisme à Orange. Je voulais tout simplement dire que la collection Valentin Duchélard, quand même, est l'une des dernières collections privées en France et en Europe, même en Europe, qui a conservé la quasi-totalité de ses items. Donc pour nous, c'était important de l'acquérir. Voilà. Mais nous nous occupons du parcours muséal, c'est en train de se mettre en place. Bon, d'un autre côté, je n'attendais pas de la part des représentants d'Emmanuel Macron qui dit que la France n'a pas d'histoire, qu'elle s'intéressât au patrimoine historique et d'habillement et de collection assez riche qu'est la collection Valentin Duchélard. Et même, alors je ne veux pas tirer sur les absents, mais il y a même eu une de vos anciennes élues qui a démissionné depuis, qui ne voyait pas le lien avec Orange, alors que 30% de la collection Valentin Duchélard concerne directement Orange. Bon.
à tel point qu'il m'est arrivé dans le cadre de mes fonctions et assez récemment de rencontrer monsieur le président de l'INRAP qui était très heureux et rassuré que la commune l'acquiert parce que c'est une collection de première importance. Je reconnais en tout cas effectivement qu'on n'en a peut-être pas assez parlé. La question du décalage est assez simple, c'est il faut faire de la place parce que c'est une belle collection. C'est une collection complète, comme l'a dit Madame Galmard, et c'est une collection d'intérêt patrimonial et historique de première importance et à laquelle, effectivement, vous le savez, nous qui ne sommes pas nous pour qui l'histoire a un sens et pour qui l'histoire de France existe, nous ne souhaitons pas que ce soit démembré. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question de la déambulation muséale, je crois que vous oubliez dans quel pays nous vivons et les contraintes que nous avons. Le projet en lui-même est prêt, mais sauf qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre assez facilement. Quand on refait la cathédrale, bon, c'est un investissement de plusieurs millions d'euros, 2,5, 3 de mémoire, 3. Mais il y a déjà des œuvres d'art, somme toute, assez conséquentes. Donc il faut, et je ne dirai pas où, mais il faut les placer dans un endroit. Bon. Et donc, c'est pareil, j'ai été attaqué, il est arrivé que notre équipe soit attaquée parce qu'on ne refaisait pas le cloître Saint-Florent. Mais si déjà, quand on occupe, quand on refait la cathédrale, si en plus je fais en même temps et la maison romane et l'ancien hôtel Laurence-Berge et le cloître Saint-Florent, il y aura même plus, d'une part, ce sera très compliqué pour monsieur le curé d'y professer ses offices, ce qui est quand même compliqué, il faut que j'y fasse attention. Et puis en plus, personne ne pourra visiter ce qu'on a en place. Donc je comprends que vous ne compreniez pas, peut-être on n'en a pas assez parlé, mais les raisons sont somme toute assez logiques et assez cohérentes. On ne peut pas tout faire en même temps. Et je pense que vous saurez assez facilement le comprendre. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, je vois bien qu'à travers vos propos creux, on n'a effectivement aucune planification, aucun projet réel d'attractivité touristique pour la ville d'Orange. Donc c'est bien dommage. Je sais plus, je sais plus comment faire. Je vous promets que c'est vrai. Avant chaque conseil municipal, je me dis bon, je vais essayer de faire œuvre de pédagogie avec l'intégralité de mes collègues, essayer d'être poli, essayer d'être gentil. À chaque fois, vous tirez la première. Vous savez, c'est cette fameuse bataille dont j'ai oublié le nom. Messieurs les Anglais tirez les premiers, et puis c'est les Anglais qui prennent une rouste. Bon. Je ne sais pas comment faire. Je mets le maximum de bienveillance, de gentillesse. Vous devriez le voir, madame, qu'il s'y passe des choses à Orange. Vous devriez le voir. Vous ne voulez pas le voir. Et puis alors, je vais vous le dire, maintenant, je n'essaye même plus de vous convaincre. Parce qu'il n'y a pas de bonne foi dans ce que vous dites. Vous pouvez dire que mes mots sont creux, mais vous répétez toujours les mêmes, toujours avec une mauvaise foi qui vous dessert. Mais moi, je ne suis pas votre conseiller politique. Vous faites bien comme vous voulez, et puis vous récolterez les fruits que vous avez semés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Madame Normani? Non, on va passer au vote, sauf s'il y a d'autres interpellations. Non, on va passer au vote. C'est pour répéter des bêtises, pas plus de 2 fois par séance, ça suffit. Allez. Il vient d'expliquer. Puis... Monsieur Artaud et Monsieur Sabon, Denis. Tu n'as pas voté, hein? Ah oui, mais en plus, c'est toi, c'est tes 2 derniers. Hein. Alors, 35 votes, 31 exprimés, 31 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 13, Madame Galmard, qu'on remet à l'ouvrage. Restauration du tableau de Jules Vernier, le commandant des mares arrêtant les massacres à Avignon en 1793. Approbation du plan de financement. Souhaitant améliorer l'apparence de cette œuvre, sa restauration nous semble nécessaire afin d'assurer de bonnes conditions de présentation et de conservation. Une mise en concurrence par le biais d'un marché public a été effectuée. Le montant de ce marché s'élève à 106 278 €, toutes taxes comprises. Pour cette opération, la ville peut obtenir des subventions auprès de la région PACA. Le plan de financement sous condition de l'obtention des subventions de la région PACA est le suivant. Le montant de la ville, 63 766 € et montant des subventions, 42 511 €, ce qui fait un total de 106 278 €. Il est donc demandé au Conseil municipal
d'approuver le projet de restauration du tableau Le commandant des mares arrêtant les massacres d'Avignon en 1793, Jules Varnier, d'approuver le plan de financement comme sus mentionné, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à solliciter l'avis de la direction des monuments historiques pour la restauration de cette œuvre, de préciser qu'après l'approbation de ce projet de restauration et de son plan de financement, et en cas d'avis favorable de la direction des monuments historiques, le maire prendra une décision, conformément à la délibération numéro 623-2021 du Conseil municipal en date du 30 novembre 2021, pour solliciter des subventions auprès de la DRAC-PACA au niveau le plus élevé possible, d'autoriser le maire ou l'adjointe à déléguer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, monsieur Vaton. Oui, simplement pour dire que le massacre, ce n'est pas 1793, mais c'est 1790. C'est le 11 juin 1790 que la garde nationale a arrêté ce massacre. Simplement pour dire ça. Ah, bah je vous remercie pour la correction, parce que c'est l'explicatif qui est en bas du tableau, qui a toujours été le petit panneau blanc. Donc effectivement, on va faire vérifier. Du coup, moi, j'avais fait confiance à ce qui avait été mis par mes prédécesseurs il y a bien longtemps. Mais je vous remercie pour la correction. Là, une fois encore, c'est vrai, le coût est conséquent, mais c'est le tableau qui est dans l'ancienne salle du conseil municipal. Et vous savez qu'on ne mégote pas à Orange sur la conservation du patrimoine et des œuvres d'art. Je vous le dis, on l'a reporté parce que ça n'est pas la propriété de la ville. Bon, mais le Centre national, rappelez-moi, j'ai oublié l'acronyme, le CNAP ne voulait pas... On a la propriété, on voulait s'assurer quand même qu'il ne le récupère pas une fois qu'on a fait les rénovations, ou alors à minima qu'il y ait une convention. Bon, je ne vois pas où est-ce qu'ils pourront le déplacer, parce que c'est plus ça qui est problématique, mais je pense depuis le temps que ça doit faire. Moi, j'ai toujours connu ce tableau dans cette salle, donc je pense qu'il... Monsieur le maire, depuis 1846. Ah, depuis 1846, bon, il n'a pas été déplacé apparemment. Donc je pense qu'on peut encore bien compter sur 200 ans, mais à temps faire, si on doit l'avoir dans la salle du conseil pendant encore 200 ans, on ne sera plus là, mais à temps faire qu'il soit au moins que nous, quand on l'aura eu sous notre gestion, il soit quand même de bonne qualité. Voilà. On passe au vote. Mais je vous remercie, monsieur Vaton, on va même faire corriger la plaque, parce que moi j'étais persuadé que c'était 1793, ça me paraissait historiquement raccord en plus. Donc, alors, je fais une petite blague, parce que en fait, en plus, le commandant des mares était maire d'Orange. C'est un tableau historique, mais qui n'est pas prophétique. Le maire d'Orange ne reviendra pas sauver Avignon, hein, je tiens à le dire. Hein. Surtout que c'est une époque triste de l'histoire du comtat venessin et de la principauté d'Orange, puisqu'ils avaient envoyé une sorte de missile, c'est-à-dire la garde nationale, enlever des gens qui étaient en train d'être pendus. Ça a été très noir. C'était une période de guerre civile, comme le sont toutes les périodes de guerre civile, qui sont effectivement très traumatisantes. D'autant plus que les républicains avignonnais ne voulaient pas adhérer à la France. Et c'est pour ça qu'on a envoyé cette garde. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Il manque plus que vous, monsieur Vaton, pour l'accord, je l'espère. Ok, unanimité, je vous remercie, chers collègues. Dossier numéro 14, merci beaucoup. C'est toi, Jean-Pierre? Oui. Dossier numéro 14, socle numérique dans les écoles publiques orangeoises. Il s'agit de conclure le marché public. Donc, la ville souhaite, dans le cadre du plan de relance d'éducation, la ville souhaite équiper les écoles élémentaires publiques d'un socle numérique. Donc, il s'agit de valider le marché avec la société Ordisis pour un montant de 265 121,04 €. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Madame Marsac, s'il vous plaît. Alors c'est le dossier 15. Non, il manque, pardon, excusez-moi, il manque votre vote. Je suis en retard à ce point. Non, mais... Ok, 35 votes, unanimité, je vous en remercie. Dossier du coup numéro 15, Madame Marsac, Oui, effectivement. Bon, ça, j'anticipais.
Donc le dossier 15, c'est pour la mise en place du nouveau règlement du temps de travail des agents. L'année 2022 a dû faire face à des obligations réglementaires face à la mutualisation des deux collectivités, mairie et CC Pro. La DRH a associé l'ensemble des directeurs, chefs de service à ce projet. Ils se sont fait les porte-parole de leurs agents sur les réunions ou questionnaires sur lesquels ils ont été sollicités. Plusieurs réunions, pour ne pas dire de nombreuses réunions, à laquelle d'ailleurs j'ai participé avec les syndicats, ont également été organisées afin que la concertation soit totale sur ce projet structurant. Le nouveau règlement du temps de travail annexé à la présente apporte principalement les innovations suivantes. Le temps hebdomadaire de travail au choix, 35, 36, 36h30, 37h, soit sur 4 jours et demi ou 5 jours, en fonction de ce qui aura été déterminé par les règlements de service qui feront l'objet d'une étude en comité technique avant la fin de l'année. La mise en place des plages fixes et variables, avec débit crédit, bien sûr, selon le schéma suivant, étendu, horaire de travail possible de 7h30 à 18h30, avec 2 plages fixes, de 9h à midi et de 14h à 16h30, avec une pause déjeuner de 45 minutes minimum. Et le dernier point, c'est le recours au télétravail de manière ponctuelle sur demande de l'agent avec accord du responsable hiérarchique. Ce nouveau règlement rentrera en application à compter du 1er janvier 2023. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement du temps de travail à la mairie d'Orange à côté du 1er janvier 2023 et de préciser que les titres 1, 6, 7 relatifs au temps du travail inscrits au règlement intérieur de la mairie d'Orange seront abrogés, bien sûr, à partir du 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pardon, excusez-moi, Madame Arsac. Non, oui. Non, j'allais poser la même question. Oui, Madame Alouis. À titre d'exemple, une journée de travail en moins dans une semaine ferait automatiquement baisser les déplacements et donc l'empreinte carbone, mais aussi la consommation énergétique et les flux de données échangés. Plusieurs études de ces dernières années confirment que c'est un des leviers essentiels pour réduire les émissions de CO2, ce que l'on observe dans tous les pays où sont tentées des expériences en la matière. Au lieu de négocier la semaine de 32 heures sur 4 jours, vous nous présentez une nouvelle organisation du temps de travail qui augmente la durée annuelle du temps de travail, supprime le travail en journée continue, maintient la semaine de travail sur 4 jours et demi ou 5 jours et supprime donc les 3 jours de congé qui font l'objet de la négociation, plus les jours de congé supplémentaires obtenus lors de la remise des médailles du travail. Nous ne voterons pas ce règlement intérieur car nous désapprouvons la loi du 6 août 2019 qui va à l'encontre de ce qu'on appelle la négociation collective entre les employeurs et les syndicats, surtout à un moment où de nombreux accords sont signés dans les grandes entreprises pour passer à la semaine de 32 heures sans perte de salaire. Alors qu'il faudrait organiser 32 heures hebdomadaires sur 4 jours payés, tout en permettant une meilleure ouverture des services ouverts au public et en favorisant parfois la journée continue pour une meilleure efficacité du travail, vous souhaitez uniformiser les horaires et imposer des règlements de service, parce que vous parlez de choix entre quatre options d'horaires, mais ce n'est pas tout à fait un choix dans la mesure où ça sera un horaire de service. Il y a d'autres administrations où les options qui permettent ensuite des RTT, le choix incombe à l'agent et pas à un choix collectif du service. Toutes les études démontrent donc que la réduction du temps de travail en lien avec l'environnement est un cercle vertueux enclenché. Bien entendu, vous allez nous répondre que c'est le gouvernement qui vous contraint à adopter ce nouveau règlement du temps de travail. Alors nous vous proposons que le conseil municipal adopte un vœu, se positionnant pour les 32 heures sur 4 jours, en invitant le gouvernement à revoir sa copie, en prenant appui sur les nombreux accords d'entreprise permettant déjà la semaine de 4 jours avec un horaire hebdomadaire de 32 heures payé 35. Vous pouvez pas être d'accord avec ça, Monsieur Savignan, quand même. C'est pas possible, quoi, 32 heures. Bon, alors, je réponds, ça vous ennuie pas, je réponds pour pas perdre le fil, parce que sinon, après, j'oublie les réponses, mais je vous passerai la parole, hein, pas de problème, à tous ceux qui le souhaitent. Bon, c'est plaisant, parce que je sais d'où vous parlez, comme disait Roland Barthes. Je vois quelle est votre vision du monde, qui n'est pas du tout la mienne, mais au moins les cervelles se frottent. Bon, donc c'est l'utopie de la gauche radicale, du moins de travail pour plus de liberté. Moi, je n'y crois pas. Je ne vais pas vous choquer. Hein, c'est pas du tout mon. J'allais dire, c'est pas du tout mon utopie, mais vous êtes d'accord avec Macron alors? Je suis pas. Non, c'est un peu plus délicat que ça.
Moi, je crois en l'histoire de France et je crois en la France éternelle, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Bon, je suis un réaliste. Je pense que l'homme avec un grand H s'épanouit dans le travail. Mais je pense qu'il faut des zones de repos. Mais je pense qu'avec les capacités de chacun, le plus on travaille, le plus on s'épanouit. Parce qu'il y a un rendu, parce qu'on se sent utile à la collectivité, et parce que, comme disait l'autre, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Mais il faut un juste équilibre des deux. Donc je ne crois pas aux 32 heures, comme je ne crois pas aux 35 heures, comme je ne crois pas... je pense justement que c'est cette réduction du temps de travail qui a amené une paupérisation. Parce que, on le sait, toutes les études sociologiques l'ont dit, les Français sont extrêmement productifs. Et donc on a demandé, quand on a fait cette réforme, on a demandé aux Français qui travaillaient beaucoup de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient jadis en 39 heures. Donc on les a conditionnés on les a créés dans des conditions, on les a mis dans des conditions de travail dégradées, comme on dit aujourd'hui. Donc si vous les mettez en 32 heures, vous leur demanderez de faire en 39 ce qu'ils faisaient en 32. Bon. Donc vous allez encore dégrader les conditions de travail et vous allez créer... La réduction du temps de travail, c'était la grande utopie socialo-communiste, c'était dire il y aura plus de temps, donc on fera plus d'embauches. Non, on a complètement fait exploser le taux de chômage avec la réduction du temps de travail. Pourquoi? Parce que le travail, c'est pas un gâteau fini qu'on se partage, comme l'idéalisent les socialo-communistes. C'est quelque chose qui croît, c'est une construction collective. Bon. Sur le côté environnemental, moi, ça me fait toujours rire, parce que tout le monde fait du greenwashing là-dessus. Ah ben, si on prend moins sa voiture, on pollue moins, si on machin. On va avoir le rapport d'orientation budgétaire au département. On a l'impression que c'est Orange ou le département de Vaucluse qui vont réduire... le trou de la couche d'ozone ou la pollution qui est produite par les Indiens, les Chinois ou les Américains, ou même une partie des pays d'Afrique. Juste pour info, les Français, ce sont les moins pollueurs du monde. Ça fait partie des pays les moins pollueurs, les pays développés les moins pollueurs du monde. Je crois qu'on représente 0,3 ou 0,4% de la pollution totale. Bon. Le pays le plus pollueur dans l'inconscient collectif, c'est la Chine. Mais le pays le plus pollueur par habitant, c'est l'Arabie Saoudite. Bon. Donc moi, je ne vois pas pourquoi j'irais faire culpabiliser les Orangeois, les Vauclusiens ou les Français, qui sont de très petits pollueurs, quand on voit l'état des pays, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, ou que ce soit une partie de l'Afrique, ou que ce soit les États-Unis, qui défoncent la terre, et à nous, on va dire, ben non, sous-développez-vous, et puis les autres vont continuer à bouffer tout le patrimoine mondial. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Mais je n'utiliserai pas en tout cas comme argument le fait de culpabiliser les Français ou les Européens qui sont des très petits pollueurs comparés aux autres États continents quasiment. Bon, ça c'est le premier point. Donc c'est pas parce que les agents de la ville d'Orange vont prendre une fois par jour un jour en moins leur voiture par semaine que ça y est, le trou de la couche d'ozone va se remplir. Il ne faut pas non plus trop déconner. Moi je remercie quand même, je le dis, je remercie le travail de Madame Arsac et des services des ressources humaines. On a effectivement fait les comités techniques. Moi j'ai pas eu là où vous y voyez des oppositions, nous on a eu une unanimité. On n'a pas eu de difficulté ni avec les représentants syndicaux et encore moins avec les agents. Au contraire, ils ont accueilli cette réforme plutôt bien parce qu'à l'inverse de vous, de votre point de vue, ce n'est pas une attaque ad personam, mais à l'inverse de vous, en fait, les agents de la ville d'Orange, je ne peux parler que pour les agents de la ville d'Orange, on verra, ce sera pareil pour la CCPRO, mais il en est de même pour la CCPRO, veulent travailler, tout simplement, parce qu'on est dans une situation de paupérisation et que les fins de mois sont difficiles même quand on a 2 salaires et que donc leur dire je vais vous réduire votre temps de travail et donc vous réduire votre reste à vivre maintenant, on duplique le pouvoir d'achat, on dit même on en est à reste à vivre voire reste à survivre, eux ils veulent travailler. Donc à partir du moment où j'ai 700 agents qui veulent travailler avec qui on a négocié pendant quasiment 1 an, presque 1 an jour pour jour même, en très bonne intelligence, ils veulent travailler, je ne vais pas les empêcher de travailler. Vous voulez rebondir? Non mais je redonne la parole à Madame Aloui et je vous la donne après, Madame Coeur. Oui, allez-y. Négocier l'application d'un dispositif qui est obligatoire, c'est relativement facile. Donc moi, la loi de 2018... Faites-moi grâce, regardez ce qui s'est passé à Avignon quand même. Les négociations, elles ne se sont pas passées comme elles se sont passées à Orange. Vous n'avez pas eu une grève, vous n'avez pas eu un communiqué, vous n'avez pas eu, vous êtes arrivé en bout de course, vous, quand tous les endroits où il y a eu des grosses frictions... après, c'est facile parce que... Non, moi je crois au dialogue social intelligent. Bon, enfin, en tout cas, vous avez donné votre version des choses, y compris votre version de la préservation de l'environnement et la façon dont vous envisagez la transition écologique. Donc, parce qu'en fait, vous,
vous êtes responsable comme moi des résultats de l'Arabie Saoudite en matière de CO2. Hein. Bien entendu, alors là, vous me donnez un pouvoir que j'ignorais, mais je suis ravi de savoir que je peux influencer la politique de l'Arabie Saoudite. Les pays occidentaux, quand ils continuent à privilégier le tout-voiture... C'est à cause du mondial du saucisson, vous m'en voulez encore. Voilà, à peu près ça. C'est pour ça. À peu près ça. Quand on favorise le tout-voiture et qu'on ne négocie pas ce qu'il faut négocier au niveau des grands groupes sur les carburants, vous m'excusez, mais en fait, la planète entière est responsable. Donc, par contre, il y a des études qui sont prouvées que, effectivement, quand on réduit de manière significative la durée du temps de travail en termes de jours, ça a des effets, effectivement, sur les gaz à effet de serre. Maintenant, après, moi, je vous ai juste proposé que le conseil municipal se prononce. Vous avez donné votre point de vue, qui est un point de vue régressif, parce que l'histoire de l'humanité nous montre qu'on va vers moins de temps de travail. Quand on nous en rajoute, c'est qu'on régresse. Mais l'avenir nous dira, en fait, qui avait tort, qui avait raison. Mais je crois que les 35 heures, c'était 2000, c'était Martine Aubry. Je crois qu'on a bien régressé depuis la Vous avez vu quand même la période Covid. C'est quand même assez impressionnant que même quand votre politique, enfin quand vos souhaits ou quand votre idéal ou votre utopie est appliquée, qu'on en mange les raisins verts quand même. Hein. Je veux dire, depuis 2000, la France, elle s'est plutôt paupérisée, même pas tiers-mondisée, elle s'est quart-mondisée. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus rien. Vous allez m'expliquer, après 22 ans de recul sur les 35 heures, qu'il faut encore baisser le temps de travail. On est quand même... Ah non, mais on est quand même sur quelque chose d'hallucinant. Après, encore une fois, je vous l'ai dit, puisqu'il faut se donner en exemple, parce que c'est ce monde-là, moi, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à la planète, ce n'est pas la question. Qui pourrait être contre ça? Je vous dis que par contre, je ne veux pas qu'on fasse culpabiliser les Orangeois, les Vauclusiens, les Français et les Européens. Parce que c'est quand même ceux qui font le plus attention. Ça, c'est le premier point. La question est évidente. Pourquoi on était les moins gros pollueurs? C'est parce qu'on avait fait du nucléaire. Bon, les socialistes et les communistes, et puis Sarko, hors Sarko, peut-être on peut lui reconnaître ça. Mais après Sarko, à partir de Hollande et à partir de Macron, jusqu'à maintenant, parce qu'il vient de découvrir l'eau tiède, on se rend compte que le nucléaire, c'est bien, et que c'était économe, et que c'était vert. La faute, elle ne revient pas à Yann Bompard, ou même à l'intégralité d'entre nous tous autour de cette table. Elle revient aux décisions politiques de certaines personnes que vous avez fait élire. Vous n'allez pas me faire culpabiliser, moi, pour une politique qui a détruit et qui nous a fait péter le coup de l'énergie, alors que c'est de votre faute. Là, pour le coup, moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron ou pour François Hollande. Donc, vous ne pouvez pas me faire porter à moi la facture doublée ou triplée que le consommateur paye, parce que vous avez fait voter pour des gens qui nous ont fait péter l'outil nucléaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que j'ai dit, c'est que, outre le fait qu'on ne fait pas culpabiliser, puisqu'il faut se donner un exemple, je ne sais pas si certains partent en voyage, etc. Chacun, ça les regarde. Moi, je ne prends pas l'avion, je ne prends pas le bateau, donc on peut dire que mon empreinte carbone, elle est zéro. Et quand je vois certains élus ou ex-élus d'opposition qui viennent me donner des leçons de morale sur la transition écologique et qui font le tour du monde ou le tour de l'Europe en avion, je ne parle pas de vous, hein, je ne sais pas comment vous voyagez, je me dis, il faut matriculer ces abattis avant de venir me rentrer dans l'art quand même. Hein. Je le dis. Mais vous avez appelé à voter pour qui au présidentiel, Madame Alouis? Vous avez appelé à voter pour qui au présidentiel? Qui a détruit l'outil? Je suis désolé, hein, mais on est comptable de ce qu'on a décidé. Au suivant, comme dit Zébrel. Oui, Madame QR. Moi, pardon, Madame... répondre à Madame Alaoui, puisque je vois qu'elle s'en va. Les 35 heures, au niveau de la santé, vu l'état des hôpitaux publics aujourd'hui, cette loi des 35 heures dans les hôpitaux n'avait pas été anticipée et on hérite de cette mauvaise situation aujourd'hui. Alors arrêtez de parler des 35 heures. Crache-la ta carte du Parti Socialiste. Ah, mais il y a un moment que moi je soutiens pas les femmes afghanes d'un côté et de l'autre côté je les dénigre. Allez, Madame QR. Bon, alors je voulais m'exprimer, même si vous avez repris un petit peu les remarques que je voulais faire. Donc sur cette délibération, donc effectivement, c'est le principe du travailler plus pour gagner plus, pour augmenter le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est très bien pour les agents. J'espère également que derrière, il y aura une optimisation pour permettre un accueil sur des amplitudes un peu plus importantes
des services municipaux. Par contre, je m'interroge sur cette mutualisation qui aboutit donc à une augmentation du temps de travail, d'accord ? Mais on n'embauche pas. On augmente le temps de travail, mais ça ne se traduit pas par des créations de postes. Sur la mutualisation, depuis le début de l'année 2022, je crois qu'on arrive à en grosso sur un équivalent de 25 temps plein. Quand on prend la totalisation des mises à disposition. Vous pouvez, j'ai pas quand entendu. Quand on prend toutes les mutualisations qui ont été faites de la ville d'Orange sur la CC Pro, j'arrive, je crois, à un équivalent temps plein de 25 agents. D'accord ? En prenant les proportions 5% jusqu'à 100%. Donc d'un côté, je me dis, ok, cette mutualisation dont on ne connaît absolument pas encore le chiffrage, on nous dit ça aboutit à peu près à 1 million d'euros d'économie de la masse salariale, mais d'un autre côté, ça va se traduire par un allongement de la durée du travail des agents de la ville d'Orange et de la communauté de communes, au détriment d'embauches. D'un autre côté, ça va permettre pour ceux qui sont volontaires, et j'espère qu'on aura un compte-rendu des volontariats sur l'allongement de la durée du travail, d'améliorer leur pouvoir d'achat. Je m'interroge également sur la politique que vous allez mener sur donner la priorité au passage à temps plein de salariés qui sont à temps partiel, parce que ça aussi, c'est un allongement de la durée du travail et des contrats. Et ensuite, je m'interrogeais sur le fait, alors peut-être que vous avez au sein des collectivités et des conventions collectives des dispositions plus favorables, d'une précarisation d'un temps partiel à 50% à 17 heures, à 18 heures, alors que la loi impose 24 heures de durée minimale. Voilà. Vous avez des exemples ? Comment ça, des exemples ? Vous me parlez de formes contractuelles dont je ne connais non, mais pas sauf, dans la maison à ma j'ai vu dans les annexes que si, mettons, un agent décidait de passer pour les 36 heures, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris, le tableau avec 50%, 60%. Dites plutôt ça alors, parce que là vous me citez parce des que exemples. Ça veut dire qu'on peut abaisser un temps partiel à 17h30, alors que, sauf disposition conventionnelle plus spécifique, le temps minimum de travail dans un contrat à temps partiel, c'est 24 heures. Non. Donc il y a des choses que je n'ai pas très bien compris, Madame Arsac. Non, il ne me semble pas. C'est-à-dire si un agent qui veut se mettre pour des raisons... Enfin, on a dans la maison des exemples de personnes qui sont en mi-temps thérapeutique, mais mi-temps n'est que le terme de mi-temps. C'est-à-dire ils peuvent être à sensiblement moins que ça. Non, mais thérapeutique, monsieur le maire. Oui. Là, je suis d'accord. C'est un cas particulier. Mais dans les règles générales de droit, la durée minimale d'un temps partiel est de 24 heures. Non. Non, oui, c'est ce qui me semble aussi. Sauf convention ou disposition plus favorable. Non, pas dans la fonction publique, mais si vous voulez, il y a un peu une inquiétude paradoxale entre le fait de penser qu'on fait de la paupérisation et qu'en même temps on fait de la surutilisation des agents. Sur la politique qu'on essaye de mener, je siège aussi au département, je ne veux pas les attaquer, quoique... C'est de mémoire entre 3200 et 3500 agents pour 500 000, 560 000 habitants. Bon. Je siège à un certain nombre de commissions. Il arrive parfois qu'on travaille ou qu'il y ait des rencontres, etc. Et fréquemment, il y a quand même un aéropage d'agents qui est très ciblé sur un emploi, sur quelque chose. Et moi, parfois, peut-être je me méprends, mais la sensation que j'ai parfois depuis le temps que je siège au département, c'est que parfois, où il y a un ennui, où il y a un suremploi. Bon. Et je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Je pense que c'est pas bon d'être trop peu, mais je pense que c'est pas bon d'être trop nombreux non plus. Parce que sinon, je crois que c'est ça les conditions de la dégradation du service public. C'est quand il n'y a pas assez de monde. Je pense qu'on en est loin parce que Interco plus commune, on est à 700, un peu moins de 700 agents. 700. Bon, c'est quand même pas ridicule.
Et je pense effectivement que les agents de la ville ou de l'Interco, du reste, ne s'ennuient pas. Je pense qu'ils ont du boulot, mais je pense qu'on n'est pas sur du burn-out, sur quoi que ce soit. Parce que si c'était le cas, j'aurais des indices de qualité du travail qui seraient dégradés. C'est-à-dire, il n'y aurait pas exactement, il n'y aurait pas dans la maison, il n'y aurait pas à la ville, il n'y aurait pas un taux d'absentéisme de 5%, qui est l'un des plus bas, je crois, de la fonction publique, la moyenne pour les communes étant à 8 ou 9. Bon. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en mode dégradé, parce que sinon, si effectivement on tirait trop sur la corde, on aurait un taux d'absentéisme qui serait plus courant que celui qu'on trouve dans les autres collectivités. On a un taux d'absentéisme un peu plus fort, mais qui est quand même, pour le coup, dans la moyenne, voire un peu en dessous, à l'Interco. Les suggestions sont c'est beaucoup plus logique, parce qu'on est sur des travaux. Déjà, la population enfin, les emplois sont beaucoup plus difficiles. C'est la propreté urbaine, c'est l'enlèvement des ordures ménagères, donc les risques psychosociaux sont quand même beaucoup plus lourd, hein, conséquent, c'est évident. Hein, donc du coup, la maladie est mécaniquement plus importante, mais même là, on est dans des ratios qui sont quand même assez satisfaisants. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Je ne vous dis pas qu'on le fait bien. Moi, je suis plutôt pour qu'on soit, en tout cas, c'est ma philosophie, pour qu'on soit bien occupé, mais qu'on puisse quitter chez soi, rentrer chez soi un peu tranquille, même si j'ai toujours un peu des directeurs ou des agents qui font un peu du zèle et où il faut un peu leur dire, bon, vous pouvez vous détendre aussi, hein, quand même, hein, je ne parlerai pour personne, mais du coup, voilà, on est plutôt dans cette ambiance-là. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai quand je suis avec les agents. J'ai plutôt la sensation que ça se passe bien. Sur les mises à disposition, oui, effectivement, c'est un accroissement de leur activité, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est sur la base du volontariat. Effectivement, c'est une amélioration de leur rétribution, ce qui ne me paraît pas totalement illogique. Mais encore une fois, je vous le dis, je pense que ce qui tue les collectivités et surtout les EPCI, c'est le doublon. Et il y a une philosophie politique et institutionnelle qui est pratiquée essentiellement depuis cette Ve République, qui est la multiplication des doublons, à tel point que vous le voyez à l'Interco, j'ai mon collègue le maire de Châteauneuf qui gueule parce une chatte y retrouverait plus ses petits, quoi, ne serait-ce que sur l'aménagement du territoire, le SCOT, le SRADET, le PLU, le machin, le truc. Bon. On essaye d'éviter les doublons, voilà, avec les conditions que ça a, mais si je ne crée pas un peu cette intrication entre la commune et le PCI, je pense que j'aurai des tensions. C'est un petit monde, hein, les collectivités. Je sais très bien ce qui se passe sur d'autres collectivités quand c'est pas le même DGS ou c'est pas le même directeur entre la commune centre entre la commune centre et le PCI. Ça crée des tensions, ça crée une distorsion de l'information, ça crée voilà. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que l'administration soit mise en mouvement convenablement. Je vous dis. La plupart des EPCI du Vaucluse, ce n'est pas vraiment la fête. Hein. Nous, on n'en est quand même pas là. Donc, je comprends votre inquiétude, mais d'une part, ça permet à la machine d'être mieux huilée, et d'autre part, ça permet aussi de faire des économies de fonctionnement. Ce que j'embauche pas poste pour poste, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est autant que j'investis. Et je préfère qu'on décaisse entre 8 à 11 millions par an en voirie, par exemple, tous les ans au niveau de l'Interco, plutôt que de me bloquer 1 million supplémentaire, voire 1,5 million, voire 2 millions, que je vais mettre sur des agences somme toute sûrement compétents, mais aussi compétents que ceux qu'on a dans la maison, quoi. Voilà. C'est un peu ce qui mobilise notre gestion des ressources humaines. Voilà. Et est-ce que, Madame Arsac, nous aurons au sein du Conseil la restitution du nombre de personnes et du nombre d'agents volontaires pour augmenter leur temps de travail? Mais je ne leur envoie pas la troupe, hein, je ne leur envoie pas les commandos de l'air pour leur dire vous allez vous mutualiser avec le PCI. J'aimerais que ce soit clair quand même. Est-ce qu'on aura un retour sur le nombre d'agents volontaires pour augmenter leur temps de travail? On s'en fout surtout. Non, je n'ai pas de mal, hein, je lis ce qu'on me donne. Par contre, vous me faites rebondir, Madame Arsac, parce que j'avais fait cette remarque précédemment sur un conseil municipal, où je vous avais rappelé que nous n'avions pas eu le plan de formation 2022-2024. Parce qu'on a eu le 2019, oui, mais on est presque en 2023, là. Non, 2019-2021, le dernier. Là, on est un peu hors sujet, Madame Cuer. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Monsieur Savignan. Maintenant que Madame Alouille est partie, vous pouvez me dire que vous êtes opposé aux 32 heures, quand même, vous me feriez plaisir. Je ne veux pas vous dire. Vous qui êtes un haut fonctionnaire qui aurait mérité d'être un serviteur de la préfectorale. Je vous aurais bien vu préfet, Monsieur Savignan. Oui.
Oui, effectivement, en tant que directeur territorial, je vous réponds sur les 32 heures, mais là, Ouais. pas en tant qu'ex-directeur territorial, moi personnellement, je vous réponds sur les 32 heures. Pour moi, le débat sur le travail, il ne porte pas là-dessus, il porte sur le revenu universel. Donc, c'est pas là que je veux débattre de ça. C'est une réponse de danse du ventre. Non, c'est pas une réponse. Ça, c'est un petit contournement. Sur le travail, pour moi, le raisonnement, il est plutôt là-dessus. Par contre, sur... Bon, donc on est d'accord, on est contre les 32. On est entre nous, après c'est hors PV, hein. On est contre les 32 heures. Sur l'organisation du temps de travail, oui. Et l'organisation que vous proposez, si je ne me trompe pas, et si on fait référence à page 1138 là, du cycle de travail, vous conseillez, puisque vous dites qu'après, vous dites le scénario de 36 heures 30 minutes hebdomadaire est le régime retenu pour l'ensemble des directions et services. Et nous, des informations que l'on a, donc c'est à vérifier Madame Marsac, ça voudrait dire que c'est travailler plus pour gagner, pas pour gagner plus, mais pour avoir plus de congés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à la perte des 3 jours ou 1 jour ou 2 jours d'ancienneté, puisque de 1607 heures, on ne les faisait pas. Vous faisiez 1580 ou 1596 ou 1500. Hein, c'est ça le propos de fond. Par rapport à ça, et c'est 36h30, cette augmentation du temps de travail, nous, la question, donc ça a été soulevé par Fabien Alouis, mais ce n'est pas ce qui a été retenu par le débat. On a quand même une question importante sur l'amélioration du service public qui peut être liée à cette nouvelle organisation et l'amélioration, je dirais, des heures d'ouverture au public, puisque, effectivement, sur la ville d'Orange, je l'ai déjà dit, je le redis, la municipalité, enfin, la mairie n'est pas ouverte entre midi et 2, la mairie n'est pas ouverte le vendredi après-midi, les horaires de l'urbanisme aussi sont quand même fluctuants. Personnellement, je me suis retrouvé à l'urbanisme avec... Voilà. C'est pas exactement vrai. Je précise quand même, il y a certains services... je suis désolé de vous couper, ne perdez pas le fil, mais c'est juste que l'état civil notamment, pour ce qui est de déclaration de naissance et de décès, il y a une permanence, ils ne sont pas sur des horaires. Bon. Là où vraiment il y a un besoin... Excusez-moi, mais c'est juste quand même... C'est pas le cas de tous les services. Hein. Voilà. Non. Voilà, donc nous, on mettrait plutôt l'accent là-dessus et on s'attend à un autre type d'organisation qui permette une meilleure ouverture des services publics. C'est ce que je voulais préciser. Alors, je ne suis pas totalement en désaccord avec vous, quoique moi je trouve que l'accueil du public est plutôt... Enfin, je n'ai pas... C'est le genre de choses où ça se sait très vite. En tant que maire, je me prendrais des gadins assez... Et je m'en prends du reste, mais c'est quand même assez rare. Ça arrive, je ne vous dis pas que parfois c'est pas difficile pour certains orangeois d'avoir les services, mais c'est quand même c'est pas la remarque qui m'est fait le plus souvent, voire vraiment loin s'en faut. Je pense qu'on a des services qui sont plutôt très disponibles et très réactifs. J'ai plutôt, alors vous allez dire que chacun voit midi à sa porte, j'ai plutôt le retour des échos des autres collectivités quand ça marche pas, parce que j'ai la félicitation des administrés d'Orange. Plutôt qu'à Orange, c'est difficile d'avoir les services. D'autant qu'en plus, on s'est quand même modernisé, donc les gens ont pris le réflexe de passer par mail pour s'adresser aux services. Normalement, on a mis tous les services un peu sensibles sont consultables ou sont interrogeables par Internet. Donc je pense que la qualité du service est plutôt bonne. Je vous ajouterai même une précision, c'est que dans la longue litanie des compétences dont s'est désarmé l'État, on a récupéré l'état civil, les cartes d'identité, etc. Sachant que, là, encore une fois, c'est une compétence qui était pour le coup régalienne, pour le moins, les cartes d'identité, que la commune d'Orange, que certaines communes ont récupéré, c'est-à-dire un service qui avant était préfectoral, nous on l'a récupéré parce que c'était évident que la deuxième commune du département devait s'en enquérir, mais du coup on est un service public, pas que pour les Orangeois, on est un service public pour, je pense, et même au-delà du bassin de vie d'Orange. Parce que justement, j'ai eu comme exemple des gens qui me disent, je crois que c'était, je citerai pas, mais quelqu'un qui me disait, j'ai voulu prendre un rendez-vous, à Orange, je l'avais le lendemain sur la carte d'identité. Alors c'était une annulation, etc. Il en était très ravi, et en même temps, on a des compensations de l'État qui sont minimes par rapport au service qu'on rend. C'est-à-dire que le service nous demande 1, 2, 3 ETP pour le coup pour faire le boulot que faisait l'État avant, et l'État derrière nous file 4 000 €, quoi. Et pour le coup, la ville d'Orange a été plutôt volontariste sur ces choses-là. Mais il ne me viendrait pas à l'idée, même s'ils en bénéficient,
et puis je suis même pas sûr que j'aurai le droit de demander une quote-part à mes collègues élus au nombre de personnes qu'on accueille et qui ne sont pas de la commune d'Orange. Mais une fois encore, j'ai oublié le terme, mais on s'est substitué, pardon, à la puissance publique, quoi. Et ça, encore une fois, on le doit aux agents d'Orange. Si l'Interco tourne, c'est un peu grâce aux agents d'Orange, et si la qualité du service public, qui relève pourtant des missions régaliennes dans notre bassin de vie, n'est pas trop dégradée, on le doit aussi aux agents d'Orange. Donc c'est vrai que... et j'ai pas eu de retour, je vous le dis, hein, je le redis, je me répète, mais j'ai pas eu de retour du public qui me disait qu'ils avaient du mal à contacter les services. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où on est saturé, etc., mais je pense qu'en termes de qualité de service public, on est quand même assez vigilant. Ce qui ne veut pas dire que c'est parfait, on y fera attention, mais... Oui. Je trouve qu'on n'est pas très dégradé, loin s'en faut. Oui, je précise, ce n'est pas sur la qualité du service, j'interviens sur le fait d'une meilleure ouverture, d'une amplitude au public pour permettre aux gens qui travaillent de se rendre à la mairie. Et moi, je les ai eu, les plaintes de ce point de vue, en disant « ouais, la mairie c'est fermé, moi je ne peux pas y aller parce que je travaille de telle heure à telle heure ». Voilà, c'est tout. Ok. N'hésitez pas à écrire hein, quand c'est au service, après on peut toujours faire des... Je sais qu'ils le font, quoi. Donc, on le dit là, c'est public. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote, chers collègues. Oui, ça marche. Je sais pas, je ne trouve pas. Donc c'est 2. Oui. On a baissé le... J'ai un problème de... pardon, excusez-moi. Madame... Je cherche son bibi. Elle vous a bien fait le pouvoir quand même, hein, que j'ai pas... Oui, mais j'ai pas le bibi. Elle est partie avec? Elle est partie avec? De colère. Non, mais elle est partie avec. Ah ouais? Pour de bon? Je dis, ouais. Elle n'y est pas là. Bon, enfin, détournement de biens publics en pleine séance de l'Assemblée délibérante. Qu'est-ce que je vais dire au proc, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je... Envoie-lui un message. Plus, parce qu'il y a le public et il y a la presse. Alors, tu vois, et les services. Bon. Celle-là, elle est extraordinaire quand même. Et ça va faire du temps de travail en plus aux agents, parce qu'il va falloir que... Hein? Alors, vous voyez que les 32 heures... Bon, ben écoutez... je suis démuni, moi. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, et écoutez... Tant pis, on va clôturer. Oralement, je ne prends pas, comme elle dit. Non, j'ai plus le droit maintenant, on a changé le... Bon, ouais, c'est pareil, vous mettez... C'est comme si on modifiait le vote. Clôturez-lui, on n'aura pas... Ah, voilà, peu, je dis oralement, je peux le... Ah bon, ben, votez à main levée. C'est contre. Donc. Ah, bon. Ah, contre en plus? Putain. Oui. Bon, fermez l'urne. Oui, bon. Bon, allez, on vous laisse voter à main levée. Mais, alors, vous le comptabilisez. Hein. Donc, 35 votants. Là, je vais le faire doucement. Hein. 34 votes, 34 exprimés, 33 pour, et vous voudrez bien mettre 2 contre, s'il vous plaît. Ça fait 35 exprimés. Et du coup, 35 exprimés. Merci beaucoup, Madame Cuer. C'est tout bon? Ok. Allez. Vous lui demanderez qu'elle nous la ramène quand même, le matos, parce que, quand même, la modernisation des outils. Dossier numéro 16, du coup, modalité de mise en œuvre de l'action sociale. Excusez-moi, hein, mais je pense que... Repartez pas avec la télécommande, hein, Madame Arsac. Je pense que j'ai un peu énervé Madame Alaoui, alors elle est pas oui, mais télécommande. c'est pas sympa. J'essaie de créer une bonne ambiance. Sur l'action sociale porte sur la mise en place des tickets restaurants. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de la mise en place du titre restaurant au profit des agents de la collectivité à partir du 1er janvier 2023. D'approuver la valeur d'un titre restaurant à 7 € l'unité. D'approuver le forfait de 10 titres restaurants par mois. Pardon, Madame Arsac, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, oui, s'il vous plaît? Parce que je crains que... Denis me dit qu'il ne vous entend pas. Oh, Denis, c'est pas possible. Ah, je crois qu'il se moque de nous. Hein, un peu, oui, je pense. Voilà. Alors, je répète, ce dossier porte sur la mise en place des tickets restaurants. Il est demandé d'approuver la valeur d'un titre restaurant à 7 € l'unité, d'approuver le forfait de 10 titres restaurants par mois et par agent, d'approuver la participation employeur à 50% du montant du titre de restaurant, de préciser que les bénéficiaires de ces prestations seront les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position d'activité, les agents contractuels de droit public en activité embauchés pour une période minimale de 6 mois et les agents de droit privé en activité embauchés pour une période minimale aussi de 6 mois.
de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023 et les suivants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Cuer. J'ai une remarque, Madame Marsac. Pourquoi 10 tickets restaurants par mois alors que la loi permet à tout salarié de bénéficier d'un ticket restaurant lors de la pause méridienne, si, ça c'est la loi, le poste est terminé à midi et reprend à 13h, quoi, le temps de la pause méridienne. Je vais vous répondre ce que j'ai répondu. Ça vous ennuie pas, Madame Marsac? Je vais vous répondre ce que j'ai répondu au syndicat. On passe sur un... déjà, ça y était pas, donc je pense que c'est toujours mieux que ça y soit plutôt que ça y soit pas. Après, se questionner sur le volume, bah, en fait, c'est assez simple. On sait pas on pense que ça va bien marcher, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Sachant qu'en plus, il y a, comme vous l'avez lu dans la délibération, il y a 50% de participation de la part de l'employé et 50% de participation de la part de l'employeur. Donc, vous pouvez avoir un certain nombre d'agents qui font le vœu de l'avoir, mais qui finalement ne l'utiliseront pas, ou vous pouvez avoir à l'inverse, on ne sait pas quel est le volume de fonctionnement ou que ça va marcher. Donc si ça marche, on pourra tout à fait ajuster, mais puisque c'est quelque chose de nouveau, qui est un avantage et somme toute conséquent, tout cumuler, les avantages qu'on met en place sur cette délibération-là, c'est quand même un minima près d'un demi-million d'euros. On a budgété à minima 400 000 euros. Donc on n'est pas fermé à ce que ce soit plus. C'est déjà un effort assez conséquent de la collectivité et pas totalement illogique du reste du fait de la paupérisation. Hein. Mais on part sur un volume qui est ce qu'il est, qui a le mérite d'exister. Et s'il faut l'ajuster, on l'ajustera. Mais on est parti sur ce volume-là. On aurait mis trop, vous nous auriez dit peut-être à juste titre que c'était trop. Vous pouvez nous dire maintenant que c'est pas assez, c'est un problème. Non, mais je dis pas, je l'ai pas mal pris, hein, c'est pas ma question. Non, mais je comprends, mais je vous dis, c'est arbitraire, tout à fait. C'est pas ce que je veux dire, parce que justement, les tickets restaurants, on le sait tous, bénéficient aux salariés et lui permet d'acheter des denrées alimentaires, quoi. Et c'est pas forcément de payer un repas au restaurant, et ça aide beaucoup sur le pouvoir d'achat, et c'est pour ça que je me disais 10. Mais c'est une bonne initiative, vaut mieux commencer petit et peut-être développer. On fait prudent. Voilà. Monsieur Savignan. Oui, effectivement, nous avions exactement la même remarque sur les 10 tickets pour 20 jours travaillés. Par contre, bon, nous nous félicitons de la mise en place de ces tickets. Et toutefois, on s'interroge aussi sur le fait qu'en même temps, nous ne sommes pas certains que la durée d'activité de 6 mois pour des personnels non titulaires soit réglementaire. Nous demandons que ce soit réexaminé comment on fait pour les non titulaires. Écoutez, on verra, ça va passer les fourches codines de la préfecture. Il ne faudrait pas que ce soit discriminatoire. Je pense que c'est bon. Mécaniquement, c'est discriminatoire. Hein. Oui. Sinon, après, quand on va prendre ceux de l'été, quand on prend les... Comment on appelle ça ? Les saisonniers, on ne va pas leur avoir des tickets resto. Je veux dire, sinon, c'est sans fin, quoi. C'est pas parce qu'on bosse un jour dans la collectivité ou 2 mois, on ne peut pas avoir les mêmes avantages. Oui, non, mais voilà, je comprends. Okay, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On a oublié de dire des choses. Non, c'est bon. Ok. On passe au vote. C'est pour. Hein. Même si elle a oublié de nous rendre le matos. Alors, donc 35 votants, 35 votes, du coup, 34 exprimés. On a l'unanimité, Monsieur Savignan, du coup, je suppose. Vous êtes pour, Madame Alouillet? Oui, pour, je dis c'est pour. Okay. Bon, unanimité, merci. Alors, dossier numéro 17, protection sociale complémentaire. Alors, la protection sociale complémentaire dans la fonction publique recouvre 2 champs, ce qu'on appelle le risque santé, et le deuxième, les risques liés à l'incapacité de travail, dénommés risques prévoyance, ou plus connus sous l'appellation de maintien de salaire. L'obligation de participation financière s'impose aux employeurs territoriaux pour la santé à compter du 1er janvier 2026 et pour la prévoyance à partir du 1er janvier 2025. La participation consiste soit une prise en charge partielle des cotisations à un contrat individuel dit labellisé à laquelle l'agent souscrit, soit un contrat collectif proposé par la collectivité et auquel l'agent doit obligatoirement adhérer. Cette participation représente un minimum de 50% d'un montant fixé par décret pour le risque santé, 15 € par mois minimum, et de 20% pour le risque prévoyance, 7 € par mois minimum. Dans le cadre de l'harmonisation des pratiques internes entre la ville
enfin les services de la ville et de la CCPRO, Monsieur le maire souhaite la mise en place au 1er janvier 2023 de la participation prévoyance et mutuelle pour les agents municipaux en se basant sur les montants versés aux agents de la CCPRO. La santé, participation mensuelle de 16 € par agent, plus 5 € pour conjoint, plus 5 € par enfant, dans la limite de 3 enfants, sur présentation, bien sûr, d'un justificatif d'adhésion à un contrat labellisé. Et le contrat prévoyance, participation mensuelle de 12 € sur présentation d'un justificatif à un contrat labellisé. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder la participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des fonctionnaires et des agents du droit public et privé en activité pour le risque santé et pour le risque prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation. D'approuver les montants de participation comme suit. Donc, je l'avais dit précédemment, santé 16 € par agent, plus 5 pour le conjoint, plus 5 par enfant, dans la limite de 3 enfants, jusqu'à leurs 20 ans, sur présentation d'un justificatif d'adhésion à un contrat labellisé, et le secteur prévoyance 12 €. Préciser que les bénéficiaires de ces prestations seront les fonctionnaires territoriaux, stagiaires et titulaires en position d'activité, les agents contractuels de droit public en activité d'embauche pour une période minimale de 6 mois, et les autres, pareil, agents de droit privé en activité embauchée pour une période minimale de 6 mois. Préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. Y a-t-il des questions? Monsieur Savignan? Non? Bon, je vous fais un peu l'historique, parce que vous allez dire que je remonte peut-être au calendrier grec, mais on avait une distorsion du régime social entre les agents de la CCPRO et les agents de la commune, qui avait créé quand même des tensions, somme toute assez logiques. Bon. La philosophie politique, et il ne s'en cachait pas, d'Alain Milon quand il était président, il disait j'ai récupéré Sorgue aux communistes, donc je veux qu'ils aient les mêmes avantages, enfin je veux que ce soit un paradis pour les agents. Bon. Et il calquait son régime d'avantages des agents sur le régime également aussi du Conseil général à l'époque, avec les 5 jours du président, 3 jours quand vous déménagez, enfin la semaine du président, voire je ne sais pas s'il n'y avait pas plus, bon, un certain nombre d'avantages exorbitants du droit commun que le législateur est venu corriger parce que c'était un peu carrément illégal. Et donc du coup on s'est retrouvé un peu dans cet état de fait. La situation telle qu'on l'a récupérée, c'est que la CCPRO adhérait au CNAS pour ses agents, donc le Centre national de l'action sociale, quelque chose comme ça. Et voilà quel était le calcul. La CCPRO cotisait 60 000 € par an et ce qui était reversé aux agents, c'était 14 000. Bon. Donc, grosso modo, on payait le CNAS, enfin en tout cas depuis, en tout cas moi des chiffres que j'ai, chaque année, on payait au CNAS un delta de 40, combien je vous ai dit, 16 000, 44 000 €, 45 000, 44, 45 000 € chaque année au CNAS pour qu'un certain nombre d'agents qui pouvaient avoir des avantages ne les utilisent pas parce qu'ils ne les concernent pas. Il y avait la loi effectivement qui nous demandait de nous mettre en conformité avec le temps de travail, ce qui nous semblait assez cohérent aussi. Donc dans le cadre de cette négociation sociale, les 3 délibérations qu'on a fait, il faut les voir d'un bloc en fait. Effectivement, Madame Aloui, j'ai oublié de lui répondre, s'inquiétait sur le fait que la loi interdisait, parce que c'est plus ça la vérité, c'est que la loi interdit les jours qui vont avec les médailles du travail. Bon. Et donc dans ce contexte-là, je sais que ça n'a pas forcément été facile pour certains agents de ne pas les avoir. Alors je crois quand même que les jours qu'ils avaient sont quand même conservés. C'est à partir de maintenant qu'en gros ce sera fini. Mais donc du coup, Non, pas pour les médailles. Pour les médailles, ce qui a été encaissé n'est pas perdu, ce qui est logique, ça ne peut pas être perdu rétroactivement. Bon. Mais du coup, c'est vrai qu'on a eu une réflexion globale qui a pris 1 an, je le reconnais, pour savoir comment on faisait d'une part pour arrêter cette séparation qui, à mon avis, créait des tensions entre les agents de l'Interco et les agents de la commune sur 2 régimes d'avantages sociaux différents, uniformiser les régimes et le faire sur la base vous l'avez vu, sur le mode du volontariat en fait. Si un agent veut tels avantages sociaux ou s'il veut les tickets restaurants ou s'il veut, il n'y a pas de problème, on prendra 50%. S'il ne le souhaite pas, il ne le fait pas et il garde son reste à vivre, comme on dit. Donc du coup, voilà, c'est la réflexion qui nous a pris 1 an et qui, dans le contexte dans lequel on est, avec une dégradation de tous les services publics, qui nous semblait assez nécessaire, ce qui a été perdu d'un côté pour un certain nombre d'agents, de permettre à la plupart des agents de l'avoir de l'autre côté, ou en tout cas de ne pas être en mode, de pas voir leur pouvoir d'achat dégradé de manière trop importante.
Voilà, on peut passer au vote. Alors, 35 votes, 35 exprimés, unanimité, je vous en remercie. Pour le dossier suivant, je vais demander, je crois, à Monsieur Dupont, à Monsieur Argenson et à moi-même de sortir. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Non, c'est bon, Catherine? Très bien. Ah, vous êtes arrivée. Bonjour Catherine. Bon, ça fait un moment. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait un moment que je suis là, cher ami. Ben oui, mais tu n'es pas dans mon... Voilà. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Pourquoi il se lève, lui? Pourquoi il se lève, l'autre? Pourquoi vous partez, vous? D'accord. Ah ben ouais, il fait partie du club de tir. Je ne savais pas. Monsieur Sabon. La parole est à Mme Gaspard, dossier numéro 18. Voilà, donc attribution d'une subvention exceptionnelle à diverses associations. La plupart de ces associations, c'est de la 2 à la 6, c'est pour des qualifications dans des championnats régionaux, nationaux ou internationaux. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. La 1, c'est l'accompagnement de l'association dans la prise en charge des frais de déplacement des véhicules lors des cérémonies patriotiques organisées par la ville. Vous n'êtes pas sans savoir que cette association assiste à la plupart, pour ne pas dire à toutes nos cérémonies patriotiques, avec leurs véhicules, leurs jeeps, qui sont énergivores évidemment. Et donc, il n'a pas été demandé par cette association depuis une dizaine d'années de les aider. Cette année, ils font appel à nous. Ils nous demandent donc une subvention exceptionnelle de 500 € que nous leur attribuons. Il vous est donc demandé d'allouer une subvention exceptionnelle aux 6 associations comme sus-mentionnées dans le tableau, de dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022 et autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Sabon, je pense que nous pouvons passer au vote. On va passer au vote. Je vous remercie. Gramner. C'est bon. Alors, votant 35, vote donc 31, puisque madame n'est pas là. Alors, pour 30, 31 et non voté 5. Oui, c'est bien pour les sportifs. Merci pour eux. Le dossier est adopté, je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir pour clôturer le débat. Alors, eh ben, 5 abstentions, 5 non votés. D'accord, ok. Ok, c'est nous. Ouais, okay. C'est bien dommage. Allez, eh ben, écoutez, la séance est levée. Merci beaucoup à tous. Ça m'a fait plaisir de vous voir.